Je vous invite à poser des questions, soit des questions très spécifiques sur des précisions que vous aimeriez avoir quant aux initiatives qui ont été proposées qui ont été présentées, ou des questions plus transversales. Je vais faire appel à vous pour commencer, sinon, voilà. Des questions. Jacques. Ma question serait pour Emmanuel Lucia et David Dufour. Sur les questions identitaires et construction identitaire, l'évolution. Je vois que chez Emmanuel, c'est la population anglophone au Bas-Saint-Laurent et un peu qui passait d'une appartenance ou d'une construction identitaire fondée sur le patrimoine et qui, je dirais, qui va vers une vision plus territoriale et territoire en développement en cours. Et je me demandais s'il y avait quelque chose à voir comme ça aussi pour la question de la culture et tout, la territorialité inoue. Je me posais les questions aussi par rapport au territoire de la Côte-Nord, les habitants de Nord-Côtier, de voir la Côte-Nord aussi comme une région où il y a la culture inoue, il y a les gens les habitants de la Côte-Nord. En tout cas, tout ce mélange-là, les multi-appartenances. Alors, j'aurais aimé vous entendre tous les deux là-dessus. Mais je vais commencer. Je pourrais dire peut-être pour ce qui est des Inuits sur la Côte-Nord, c'est sûr qu'au niveau territorial, le contexte des réserves des communautés fait que c'est vraiment isolé. Souvent, on va dire que des communautés comme Mastoyache, Ouachat, Macmahon-Tenam, à Sept-Îles ou à Roberval sont dans la ville. C'est des communautés qu'on dit urbaines, mais encore là, il y a une ségrégation sociale qui n'est pas nécessairement physique parce qu'ils vont se croiser sur la rue, mais on peut avoir cette idée-là que des fois, ils n'existent pas, sont coupés, que ce soit des boulevards dans ces villes-là, dans ces petites villes-là qui vont vraiment agir comme des barrières, là. Dans un contexte plus régional, je pense que l'identité Innu prend de plus en plus sa place sur la Côte-Nord, qui sont au niveau démographique, sont de plus en plus présents. Il va y avoir de plus en plus d'Innus qui vont sortir, aller vivre en milieu urbain, qui vont sortir des communautés, que ce soit pour avoir des accès à plus de services ou à plus d'opportunités, soit professionnelles ou scolaires pour les enfants. Fait, je pense que le changement est lent, puis plus régional que local, individuel, dans la mesure où quand la communauté est fermée, bien, ils vont tous échanger entre eux sans nécessairement sentir le besoin de ressortir. Mais peut-être dans certains pôles régionaux, urbains plus importants où il va y avoir des communautés, des Inuits qui viennent de différentes communautés qui vont pouvoir se rassembler dans cette-là, puis faire plus vivre l'identité en dehors des communautés, justement, pour plus échanger avec la société majoritaire. Oui, donc au niveau des anglophones au Bas-Saint-Laurent, évidemment, comme vous avez dit, c'est une communauté où l'appartenance était beaucoup plus liée à un patrimoine. Aujourd'hui, une appartenance qui est beaucoup plus liée aux pratiques linguistiques, dans le sens que les gens vont appartenir parce qu'ils parlent anglais, parce qu'ils ont une appartenance vers l'anglais. Et au niveau territorial, justement, c'est un des objectifs de l'organisme, de créer aussi cette appartenance territoriale pour que les gens puissent, et justement, c'est beaucoup ressorti dans les entretiens avec les jeunes, que les jeunes ressentent ce qui les ressemble, entre autres, c'est une appartenance. Bien, cet autre anglophone-là qui est dans une ville beaucoup plus loin, mais il a des pratiques, une relation au territoire qui va être semblable à mes pratiques sur le territoire. On fait les mêmes choses finalement. On est mobile un peu de façon semblable sur le territoire. Donc, le territoire devient vraiment comme quelque chose qui unifie les gens. Et donc, ouais, et c'est pour ça que, selon moi, les activités de l'organisme et les objectifs de l'organisme sont vraiment dans une approche de développement territorial qui contribue au développement territorial aussi plus large et pas juste de la minorité linguistique.
Je ne sais pas si je réponds un peu. Oui, en tout cas, je vois, moi, là, sur les identités régionales, je vois, par exemple, sur la Côte-Nord, c'est un territoire qui est très convoité, entre autres par les multinationales. C'est un territoire très riche sur le plan minier, etc. Et souvent, que ce soit les Inuits ou que ce soit les Nord-côtiers, ils ne sont qu'informés des grandes décisions de l'aménagement du territoire. Les décisions se prennent à d'autres échelles territoriales, les hauts fonctionnaires du gouvernement du Québec ou avec les négociations avec les multinationales, souvent les Nord-côtiers n'en font pas partie, ni les Inuits. Et cette alliance-là, Inuit-Nord-côtier, il y a eu des expériences de rapprochement, tout ça, mais les politiques territoriales au Québec ont changé et on nuit à ces rapprochements-là. Et on fait l'affaire de d'autres acteurs qui ne sont pas sur le territoire, mais qui ont un œil dessus. Et oui, je trouve, en Estrie, toute cette question-là, l'appartenance à une communauté linguistique versus nous autres, on l'a beaucoup avec Sherbrooke et Bishop, là, les deux universités, c'est important. Merci, Jacques. Il y avait une question ici devant, Jean-Marc. Merci beaucoup, Monsieur le transporteur. Voilà, donc, Sébastien, je me demandais, l'atelier, il a eu lieu, hein, qui a été observé avec les... Voilà, donc, c'est ça. Est-ce qu'il se dégageait quelque chose à travers les communications relationnelles et le narratif? Donc ça, c'est... Mais pas tout de suite la réponse. Tu as le temps d'y penser, tu as 5 minutes pour le faire. Deuxième, Emmanuel et donc David, c'est curieux parce que vous avez des conclusions similaires en termes de conception du territoire qui est pluriel, puis les identités aussi qui sont plurielles, à travers deux processus qui sont... deux réalités qui sont très différentes. Mais aussi, une autre conclusion qui va dans le même sens, c'est l'intégration. L'intégration. Donc, il n'y a pas grande différence dans ce que les anglophones et les francophones vont faire comme activité pour avoir un meilleur vivre ensemble. Et là, c'est une question de... Maintenant, on est peut-être moins dans une phase coloniale, mais dans une phase d'intégration à la société en général. Donc, à travers deux terrains, il y a une convergence qui se fait. Puis, dernière question à Morgane. C'est intéressant parce que le dernier graphique nous montre qu'on est réellement dans une économie circulaire, hein, de la production jusqu'à la gestion. Et est-ce qu'il y a dans le projet déjà une dimension d'échelle, c'est-à-dire combien on veut produire pour combien de personnes, etc. Et est-ce qu'il y a une vision là, peut-être de quantité, là, parce que quand on voit la photo, on reste quand même dans des petits phénomènes. Est-ce qu'ils visent quelque chose à grande échelle? Voilà, merci. OK. Pour répondre à la question, premièrement, il y a eu un atelier, le premier atelier qui s'est fait les 3 et 4 octobre à Saint-Camille, dans le cadre des ASP. Après ça, le 3 décembre, il y a eu un atelier pour, je dirais, avec une dimension un peu plus théorique pour amener les acteurs terrains qui avaient été intéressés par l'approche à pouvoir la reproduire ou à pouvoir aller plus loin avec. Et il y a eu des suites par rapport à ça aussi. Présentement, je ne suis pas encore dans l'analyse des résultats, donc je n'ai pas réécouté les bandes et fait une analyse poussée de ça. Ce qui se dégage de ça dans un premier temps, en fait, d'une part, j'ai la perception qu'il y a beaucoup d'acteurs terrains ou des gens qui agissent dans le domaine des développements de la collectivité qui ont, en tout cas, qui ont une certaine difficulté à saisir, en fait, les bénéfices que pourrait apporter, en fait, cette approche-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas nécessairement réutilisé ou travaillé avec cette approche-là par la suite. Certains acteurs se sont montrés beaucoup plus intéressés et l'ont utilisé pour des enjeux précis, en fait. Et il semble de ça se dégager
des résultats intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, les retours que j'ai présentement, c'est que mettre ensemble des acteurs municipaux et des acteurs civils, en fait, qui ont un rôle important, par exemple, lié au développement d'une certaine région, d'un certain village. Pendant des années, il y a des tentatives de rapprochement et de mise en dialogue qui ont toujours échoué puis qui ont toujours amené à un échec de rencontre. Et cet atelier-là, narratif et relationnel, a permis de créer un rapprochement et du lien entre les acteurs pour ouvrir à des discussions futures. Et ça semble très, très profitable et très porteur de sens, en fait. Donc, lorsque c'est mis en œuvre dans certains contextes, ça semble avoir des résultats intéressants. Oui, ben en gros, je suis d'accord. C'est ça, c'est très valide comme commentaire. Évidemment, il y a des similitudes. Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est évidemment, c'est au niveau du Bas-Saint-Laurent, des anglophones au Bas-Saint-Laurent, c'est évidemment des personnes, notamment les jeunes, c'est vraiment des personnes qui sont intégrées, si on veut. C'est des jeunes qui participent autant dans la majorité francophone, si on veut, que dans la communauté, la minorité anglophone. Mais ce qui est important de noter, je pense, et c'est beaucoup ressorti dans les entretiens, cette intégration-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas minimiser l'appartenance à l'anglais. Parce que, tu sais, exemple, souvent, les jeunes, je leur demandais, ils me disaient « Ah, je suis bilingue, je parle les deux langues. » Ils parlaient français sans accent, et je leur disais « Mais dans le fond, tu es francophone. » Et là, ils me disaient « Mais non, je suis bilingue. Tu sais, cette appartenance-là est quand même très présente. Donc, cette intégration-là, c'est ça, il n'y a pas un effacement de la minorité, par contre. De mon côté, je pourrais dire peut-être que l'identité Innu se vit moins chez les jeunes nécessairement parce qu'ils sont dans un environnement plus globalisé où ils vont avoir accès à tout comme n'importe quel autre jeune. Mais en même temps, c'est plus quand on se retourne vers les relations plus familiales, les relations plus communautaires, qui vont donner aussi accès un peu à leur passé identitaire, parce que souvent, quand on est jeune, peut-être qu'on va se développer en allant de l'avant vers la ville, vers tout, mais après ça, quand on peut peut-être rencontrer des personnes plus âgées, on va se rendre compte que c'est peut-être pas là, dans leur première pensée, mais qu'il y a toujours un retour vers cette vie-là. C'est ce qui est associé à ça. Beaucoup de gens qui vont regretter de ne pas avoir voulu parler la langue quand ils étaient jeunes, puis que maintenant, il va être trop tard. Mais c'est les initiatives comme ça, je pense qu'ils mettent l'accent sur la disponibilité puis l'offre de ces services-là par les Autochtones, pour aussi établir ce contexte-là. C'est ça. Oui, ben, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, il ne faut pas perdre de vue que le projet de Fermet 2020 qui est prévu l'été prochain, c'est vraiment le germe d'un projet. Donc, c'est vraiment une expérimentation à petite échelle qui vise surtout la mobilisation puis l'éducation populaire pour aller chercher, surtout l'été prochain, je dirais, les populations plus vulnérables du quartier. Puis, il y a aussi des enjeux de développement des prochaines phases, comme qu'il va y avoir des constructions sur le site, sûrement de la décontamination et tout. Donc, il n'y aura pas une énorme publicité qui va être faite parce qu'on veut justement s'assurer que le peu de personnes qu'on va pouvoir accueillir, bien, on veut viser justement les personnes qui sont au club populaire des consommateurs, qui aller chercher ces personnes-là aussi. Mais malgré tout, il y a quand même une production aussi qui est visée à petite échelle. On prévoit quand même essayer de vendre au détour. Donc, il y a une serre productive. Puis, il y a aussi des conteneurs qui vont acquérir des projets de comme microbiologie ou laboratoire pour faire des expérimentations d'agriculture urbaine ou que les gens puissent venir transformer leurs tomates pour faire de la soupe, faire des activités comme ça. Fait que ça s'inscrit quand même dans la vision, justement, un peu holistique. Mais c'est sûr que c'est pas dès l'été prochain qu'on va pouvoir nourrir Pointe-Saint-Charles. Mais c'est un projet qui vise aussi peut-être à faire reconnaître que ce projet-là qui est issu de... Ça fait depuis au début des revendications du bâtiment 7, il y avait déjà un projet dans le Oil Store, qui est un bâtiment contaminé, de faire vraiment un gros pôle alimentaire de quartier. Mais ce projet-là est resté en tête. C'est juste qu'avec tous les enjeux, on se dit, ben on ne fera pas dès l'été prochain un projet de millions puis commencer gros. On commence petit, puis
on voit après. Fait que ça ressemble à ça, la réponse. Il y avait une question de Denis Bussière derrière. Oui, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Ma question est pour Morgane. J'aimerais ça que tu m'éclaires parce que je n'ai pas compris qu'est-ce que le concept de design vient faire dans la présentation. Pour moi, un designer, là, c'est quelqu'un qui s'occupe de la mode. Alors, comme tu vois, je ne les fréquente pas, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi l'apport de réflexion. Ça va être une mise à niveau. Mais je suis contente de la question parce que je ne suis pas embarquée dans les notions théoriques et les détails parce que ce serait un peu perdu, je pense. Mais en fait, le design, c'est souvent mal compris. Puis, en fait, c'est pas... Souvent, on dit « regarde le design », mais c'est plutôt... Est-ce qu'il y a un designer qui intervient dans... Non, c'est ça, pas du tout. Puis au début, même, j'ai un co-directeur qui est à l'école de design. Puis là, il me disait au début, ben, il n'y a pas de designer, tu es la seule qui voit ça parce que, en fait, j'ai fait un bac en design de l'environnement avant. Fait que je pense que j'ai un regard un peu différent sur le projet. Mais le design, c'est plutôt un verbe, donc c'est plus une action de passer d'un état, justement, qui est jugé comme insatisfaisant à mettre, en fait, une idée en un projet, donc de comme transformer une situation. Puis à partir de ça, il y a des designers qui se sont dit, ben il y a beaucoup de liens à faire entre le processus de conception, de design d'un projet et tout ce qui est la transition, les innovations sociales et tout. Puis moi, avant d'être au courant de ça, j'ai commencé à lire sur les innovations sociales, le développement territorial. Puis on dirait que je faisais plusieurs liens entre le design, puis justement ce développement-là. Puis j'ai trouvé l'approche du design pour l'innovation sociale ou design pour la transition. Il y a plusieurs termes aussi. Mais je ne vais pas embarquer trop dans les détails, mais je dirais que design, ça englobe autant le design comme d'une chaise, d'une table, mais aussi ça peut être d'une maison, d'une ville, mais aussi de, comme je disais tantôt, le designer un peu du quotidien qui finalement transforme un peu son quartier ou crée des projets pour répondre à des besoins ou des aspirations qui ne sont pas nécessairement comblées. Je ne sais pas si ça éclaire un peu. Oui. OK. Voilà. D'autres questions? Oui, moi, j'en ai une. Tiens, non, je n'ai pas vu M. Klein. Mais, parce que moi aussi, j'ai des questions. Deux petites questions, peut-être. Morgane, je me demandais, c'est très précis, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui ont été envisagées outre les fermettes? Parce que la production... l'agriculture urbaine n'est pas très, très productive, en tout cas jusqu'à maintenant, puis on n'a pas réussi à nourrir des milliers de personnes en faisant de l'agriculture urbaine. Est-ce qu'on a d'autres stratégies qui sont pensées pour compléter, en fait, pour nourrir la pointe? Bien, c'est une autre bonne question. Je pense qu'à long terme, un des buts, c'était d'avoir vraiment des serres productives, donc vraiment un bâtiment où à l'intérieur aussi serait produit, un peu comme quand on parle des fermes loufa ou ces choses-là. Je pourrais pas embarquer dans les détails parce que je connais pas les stratégies exactement, mais je pense que comme ça fait des années où c'est une réflexion où comme plusieurs groupes du quartier s'y étaient mis justement, mais je pourrais pas répondre plus en détail que cette réponse-là parce que je suis pas trop au courant. OK, merci. Tiens, on va aller à... oui, je vais avoir un... oui, il y a ces serres-là, mais il y a aussi... parce qu'en fait, en ce moment, il y a déjà, comme on connaît, il y a l'épicerie autogérée Le Détour, qui est au bâtiment 7, qui permet, dans le sud du quartier, qui essaie d'avoir une offre abordable pour quand même nourrir les gens. Il y a une autre épicerie solitaire qui est au Club populaire des consommateurs. Il y a plein d'activités qui sont faites et tout, mais le but, ça serait de produire sur place. Donc, c'est ça l'enjeu, justement, du projet à long terme. C'est pour ça aussi que c'est qualifié d'utopie, un peu, parce qu'on se dit, ça a l'air un peu fou de dire que toute la nourriture d'un quartier serait produite là. Mais je pense que ça reste un projet du quartier. Voilà. Merci. Rod Lewis, petite question. Oui, une question très précise. Ça s'adresse à M. Bédard. Bédard? Ah, excuse-moi. Tu as dit que en fait, quand tu as parlé de la question de l'approche narrative, que c'était une façon de reconstruire le passé
collectivement, puis disons, revoir la vision actuelle à partir du passé. Mais ma question est simple, c'est est-ce qu'on peut développer l'approche narrative en fonction du futur? Est-ce qu'on peut la développer en fonction des aspirations et non pas du passé? Absolument. Ben, l'approche narrative, en fait, de la manière que nous, on l'avait amenée, elle porte dans les deux directions, en fait. Parce que l'atelier, en fait, c'était l'énonciation par les participants de deux récits différents. Donc, un récit qui portait sur un souvenir, donc l'énonciation du passé, et un récit qui portait sur une utopie, donc une énonciation du futur, donc une projection, en fait, de rêves, de croyances, de désirs, en fait, où on peut se voir, par exemple, dans une collectivité qui représente plus nos aspirations. Donc, oui, l'approche narrative va vraiment dans les deux directions. D'autres questions? Oui, j'ai Jacques. Courte question. Oui, pour Morgane, moi, je trouvais ça intéressant, le concept de design, l'action de design. Là. Et tu disais, il n'y a pas vraiment de designer. Là. Est-ce que s'il y a du design, il doit y avoir quelqu'un qui fait quelqu'un... Quel est le sujet? Quel est le sujet du... Il y a un aménagement, c'est clair. Et il y a des gens qui réfléchissent quelque part. Il y a des imaginaires qui sont mobilisés. Ça serait intéressant de se poser la question, c'est qui le designer? C'est qui produit cette action-là de design? Bien, c'est un peu ce que j'ai essayé d'apporter quand j'ai parlé un peu du portrait qui était dressé du protagoniste qui agissait un peu comme un bricoleur. Donc, c'est de comprendre que le design, ça va aussi au-delà de l'aménagement. Ça ne sera pas nécessairement de créer un espace, quelque chose, mais vraiment de poser des actions comme pour la collectivité. Je ne sais pas trop comment m'en aller vers ça, mais il y a, dans l'ouvrage que j'ai présenté aussi, il y a plusieurs cas qui sont illustrés. Puis il existe un réseau, en fait, j'ai mis le lien dans ma présentation, mais un réseau qui est en fait le réseau de DESIS, donc le Design pour l'innovation sociale et la durabilité, qui regroupe plein d'expérimentations qui sont faites à travers le monde. Donc ça, principalement, oui, ça implique justement des designers qui viennent un peu dans les collectivités pour essayer de partir des projets et tout. Mais comme je dis, il existe une certaine nuance. Donc, il y a des cas que les auteurs vont qualifier de design pour l'innovation sociale, mais qui n'incluent pas nécessairement la présence d'un designer expert. Donc, c'est des gens qui, finalement, dans leur quartier, partent un projet, cherchent les ressources, puis rallient les gens pour, finalement, on peut dire agir un peu comme un designer, parce que, finalement, avant même que ce soit reconnu comme une profession, les auteurs disent que, il y a plusieurs auteurs, en fait, qui affirment qu'on est tous un peu designers parce que, justement, on conçoit nos projets de vie, on répond à des besoins. Donc, c'est un peu avec une autre vision de la chose, là. Ouais. Je ne sais pas si ça répond. OK. On a une dernière micro-question. Vous savez qu'un mot de la fin doit être le plus pertinent. Donc, sans en fait, pression. c'est juste que c'est encore pour Morgane. Je travaille aussi sur le bâtiment 7. Puis là, en fait, je suis encore curieux de la citation que finalement on n'a pas vue. Genre. Ah. En fait, je vais une citation que... En fait, je cherchais à faire un lien avec la transition. Puis je trouve que ce qui est fort dans le projet du bâtiment 7, soit à l'échelle... oui, le projet de Fermette, mais aussi au bâtiment 7, puis à l'épicerie Le Détour, c'est la notion de réappropriation, donc d'appropriation collective. Puis là, je réalisais dans mes notes et tout, puis je suis retombée sur une citation dans le livre pour la sécurisation alimentaire au Québec. C'est le mot le plus pertinent de la fin. Oui, c'est le mot le plus pertinent. Voyons, puis, oui, c'était la petite note. Mais c'est ça, de se réapproprier le territoire, dans le fond. Donc, la réappropriation de l'alimentation du territoire et tout. Oui, c'est ça. C'était la petite note. J'aurais dû la mettre, en fait. Voilà.
Mais écoutez, ce sont des paroles, ma foi, des mots aussi inspirants. Puis, puisqu'il est 12h32, puis que j'ai vu le lunch arriver tout à l'heure et que je meurs de faim, ben, je vous invite finalement à vous diriger vers l'arrière pour... on va reprendre dans 1 heure si j'ai bien fleuré. Merci à nos 4 présentateurs. Oui, désolé, je suis...